Alors, premier thème, on a quand même beaucoup parlé d'IA, mais finalement, quand on cherche à être court sur ce sujet, le premier sujet qui vient, c'est quels sont les cas d'utilisation. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement avec l'utilisation de l'intelligence dite artificielle dans vos domaines d'activité, et peut-être aussi ce que vous pourriez peut-être partager ensemble avec notre audience, c'est un petit peu vous, mais aussi le marché dans lequel vous opérez plus globalement. Comment est-ce que l'IA est aujourd'hui appropriée par les acteurs de votre écosystème, et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que vous faites en utilisant les technologies liées à l'intelligence dite artificielle? On peut commencer par toi, ça te convient? Allez, on y va. J'ai compris qu'on allait toujours démarrer à droite, donc je me prépare. Ne voyez pas un tropisme politique. Non, Tout à l'heure, je commençais par la gauche, il faut que je... Pas du tout. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, sur l'IA, comme je vous le disais, la SAT, c'est un trait d'union, mais c'est surtout des actionnaires. La SAT, ces actionnaires, c'est la recherche publique, donc ce sont toutes les universités de la région Sud et de la région Corse, que je représente aujourd'hui, dans le cadre de cette fonction, de transfert de technologie. Universités, puis établissements de recherche tels que le CNRS, tels que l'INSERM, nous travaillons aussi avec le CHU de Nice, la PHM de Marseille, donc vous voyez la différence en tout cas du champ du possible sur les thématiques. Proprement, si on parle de l'IA, c'est un sujet qui aujourd'hui vraiment explose. Mais on est quand même sur une région où concrètement, les entreprises que je côtoie ne perçoivent pas instantanément l'IA comme étant un avantage concurrentiel. Moi, ma cible, ce sont les PME, les ETI du territoire, les grands groupes peut-être, les belles grandes PME qui sont installées ici, mais effectivement, tout le monde parle de digitalisation, tout le monde parle d'IA. On met le mot innovation à toutes les sauces, un peu comme si nous étions au début du XXe siècle lorsqu'on parle du progrès. L'IA, c'est à peu près pareil au début du XXIe siècle, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi-même, qui ne suis pas expert sur le domaine, parler d'IA aujourd'hui, je ne vais pas trop m'y aventurer. Peut-être après de manière très personnelle, je vous dirai mon rapport à l'IA au quotidien et dans le cadre de mon travail, mais bon, quoi qu'il en soit, le rapport à l'IA aujourd'hui en termes de technologie, ça reste vraiment des technologies qui parlent peu au grand public. Si je dois vous témoigner du métier de la SAT, je vous dirais, sur la région, en termes de santé, on a des technologies fantastiques qui permettent de lutter contre le cancer du pancréas, de lutter contre des maladies féroces, d'avoir des éléments très concrets, très palpables. Sur l'IA, c'est un peu plus délicat. Mais on en a quand même. Donc, une technologie que je pourrais vous présenter, c'est une technologie qui apporte un algorithme à un dispositif médical qui permet d'envisager de la sédation en milieu hospitalier de manière automatisée. Gain de temps pour l'hôpital, facilité de contrôle. Il se pose la question, est-ce que vous voulez être mis sous sédation par une machine sans le contrôle de l'être humain? Donc on est confronté à cette réalité-là, donc c'est très moderne, c'est fantastique, tous les hôpitaux le voudraient, en tout cas voudraient cette technologie, mais ça prend du temps à maturer la perception sur l'éthique sur ce sujet-là. Autre technologie dont la SAT porte le sujet pour ses actionnaires, puisque nous ne sommes que mandataires de la propriété intellectuelle que nous confient les actionnaires du territoire, relatif à la mobilité. Nous disposons de technologies, d'algorithmes qui permettent de savoir précisément où va se situer la borne de recharge pour votre véhicule électrique. Et donc, vous pouvez vous en douter, la métropole Aix-Marseille est intéressée par cela, d'autres entités, la région. Mais effectivement, est-ce que l'on sera prêt, alors sans faire de jeu de mots sur ce qui se passe aujourd'hui sur les carburants en France, mais est-ce qu'aujourd'hui, se référer simplement à une application pour savoir en temps réel si cette borne va me permettre d'avoir un meilleur tarif, pas d'attente, toutes ces choses-là, ou est-ce que je vais rester dans ce parti pris de dire je vais trouver ma station-service dans mon quartier, à proximité immédiate de moi, comme si aujourd'hui j'allais totalement oblitérer le fait que, oui, quand je vais faire mes courses, je vais peut-être aller voir l'entreprise locale et peut-être pas simplement me référer à l'application X ou Y qui me dit le meilleur prix est à 15 minutes, 30 minutes dans un autre centre, sur un autre lieu. Donc voilà, ce genre de technologie, nous les avons. Nous avons aussi d'autres technologies en matière d'IA qui sont très ciblées. Et pour nous, l'IA, on le détecte comme étant encore un courant de niche. Typiquement, nous avons des technologies donc, portées par des laboratoires publics, académiques, je le redis, c'est vraiment que la recherche académique française, qui, elle, propose des algorithmes pour asservir des ROV, donc on est dans le milieu sous-marin, et qui permettent donc d'éviter le contrôle de l'homme pour des approches bien spécifiques dans des milieux très compliqués, dangereux, et qui
qui peuvent nécessiter une automatisation sans problème, en tout cas du sujet. Autre technologie que nous portons, ce sont des technologies qui permettent d'avoir une vision en temps réel de l'usure de la voirie si on passe par la fibre optique. Donc une technologie, en vous le disant comme ça paraît un peu de la science-fiction, mais on n'est pas du tout dans la psychohistoire avec de la science-fiction, mais on est quand même sur des technologies qui vont parler à tout le monde dans quelques années, peut-être même dans les mois qui arrivent. On le voit déjà quand on parle de ce qui se passe sur les problématiques de carburant aujourd'hui. On aimerait tous avoir une application qui nous dit en temps réel telle station-service. On va peut-être faire la même chose, mais avec la voiture électrique. On va peut-être aussi avoir une vision du rove sous-marin qui va pouvoir faire les manœuvres à des profondeurs abyssales sans qu'on mette en danger un être humain, sans qu'on se pose aussi la question de la complexité de la préservation de ce matériel à partir du moment où toute la descente du rove sur le lieu de travail va être automatisée, préparée, simulée au préalable, et donc le risque va être vraiment totalement oblitéré. Je veux dire, à moins de croiser le requin des dents de la mer, normalement, même cela, c'est prévu en tout cas par l'algorithme, par l'intelligence artificielle. Donc voilà, un ensemble de technologies qui, vous voyez, sont à la fois très ciblées, pour autant totalement dans notre époque, dans l'ère du temps, mais avec une réalité, c'est est-ce que l'on est prêt à totalement asservir nous-mêmes pour automatiser notre quotidien, et où va se positionner donc un entrepreneur, quelle que soit sa taille, petite PME, un grand groupe, dans son choix stratégique de considérer cette innovation comme un avantage concurrentiel, totalement transparent, responsabilisé et responsabilisant pour l'entreprise qui va l'utiliser dans son quotidien. Voilà pour vous donner un aperçu, en tout cas, de nos réflexions sur notre périmètre par rapport à des laboratoires qui aussi, sans être excessif, moi, les chercheurs que je croise aujourd'hui dans cet écosystème de recherche académique ont des quantités astronomiques de technologies innovantes fondées sur l'IA. Mais nous devons, nous, un petit peu, alors nous, experts du transfert de technologie, moi et mes équipes, non pas les freiner, mais leur rappeler qu'il y a des marchés économiques. Peut-être ces technologies-là ne sont pas totalement prêtes pour le marché économique, que l'on va cibler. Après, il y a la question aussi d'un niveau de TRL. Moi, mon entité travaille sur un niveau de TRL 3 jusqu'à un niveau de TRL 5-6. TRL qui TRL, donc, est un niveau en fait de maîtrise de la technologie. On va dire TRL 0, on est vraiment sur la recherche fondamentale. TRL 7-8, on va plutôt se considérer sur un aspect de prototypage industriel possible, de phase de pré-industrialisation. Voilà. Donc nous, on est là vraiment pour proposer un développement de la technologie, puisqu'on va financer le développement de l'échelle de TRL de cette technologie-là, mais on est confronté, nous, à deux sujets: la force de la propriété intellectuelle par rapport au reste du monde, par rapport aussi à la réalité du marché. Moi, je vois certains industriels qui me disent « Non, mais moi, votre algorithme, là, il est trop en avance par rapport au marché. Est-ce que mon marché, aujourd'hui, est prêt ou pas? Est-ce qu'on va totalement être en phase avec ça ?» Donc, je ne veux pas mettre des barrières, mais je dis en tout cas que c'est une réalité qui m'est opposée par les marchés économiques aujourd'hui sur cette IA qui est rentrée dans les mœurs, qui est totalement assimilée, mais à un certain niveau. Aujourd'hui, on n'est pas prêt nécessairement à confier à une intelligence artificielle le fait de se faire enlever son appendicite. Il y a peut-être une démarche là à envisager en complémentarité et qui n'est pas que la responsabilité du porteur de la technologie, du porteur du marché. Donc c'est là où justement moi j'avais une sensibilité à aujourd'hui être sur cette table ronde, parce qu'on va parler d'éthique et d'intelligence artificielle et où on se situe dans cette complexité aujourd'hui. Des sports analytiques, si on reprend, parce que c'est relativement jeune au final. Pour ceux qui ont vu le film Le Stratège sur Netflix, avec Brad Pitt justement sur le baseball, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. En vrai, il est pas mal et il donnera une bonne explication de ce qui se passe en ce moment. L'idée, c'était, donc là, dans ce qui s'est passé, l'histoire de Brad Pitt dans le film, c'est l'histoire de Billy Beane, qui est la personne qui a créé ce qui s'appelle la sabermétrie, et c'est la science de la donnée appliquée au baseball. Il a complètement révolutionné son sport à lui et le sport en général. En gros, il
il est arrivé, il a fait des choix de joueurs qui étaient censés être cramés depuis plusieurs années et où les membres du staff lui disaient mais ça ne sert plus à rien de prendre ces joueurs-là. Il s'est basé sur des choses mesurables, on parlait tout à l'heure puisqu'il existait forcément mesurable, donc il s'est basé sur ces aspects-là pour construire une équipe complète. À partir de là, il est arrivé évidemment, je ne spoile pas la fin du film, mais ça s'est bien passé. Il fait le spoiler, spoil pas du film. Après ça, ça s'est évidemment développé dans tous les autres sports US. Il y avait si on parle de basket par exemple, quand on voit la révolution qui est apportée au niveau des systèmes de jeu même, il y a un graphique qui est assez intéressant qui montre les zones de tir au basket, l'évolution depuis les années 90. Il y avait des tirs qui étaient pris l'époque de Jordan un petit peu partout, des tirs à mi-distance pas mal. Maintenant, c'est que des tirs derrière, il y a une cartographie des tirs d'où ils sont pris. Quasi essentiellement, les tirs sont pris à l'extérieur de la zone des 3 points, donc si ça vaut le coup de prendre ce risque-là, ou sinon vraiment sous le panier. Donc ça a transformé complètement la façon de la tactique, la façon dont les coachs voient le jeu, et ça, grâce à la donnée, en gros, ça valait pas le coup, il y avait trop de risques à prendre un tir à mi-distance pour n'avoir que 2 points. Donc ça, c'est un autre exemple. Pour le foot, c'est arrivé encore plus tard. Évidemment, la France n'était pas pionnière sur ce sujet-là, et c'était plutôt l'Angleterre du coup, avec certains partenaires, dont Billy Bean, qui a lancé ça au baseball, qui a appliqué ça au foot, parce qu'il était fan de foot aussi. Les clubs anglais ont pris les devants, et en France, on va dire, depuis les années 2015-2016, ça commence à prendre un petit peu, avec certains clubs, dont l'OM qui est quand même pionnier, qui a créé un OM Data Lab ici. Et les cas d'usage, si on parle, il y a quelques cas d'usage sur l'extraction de la donnée, la récolte de la donnée. Donc là, on est plutôt sur de l'optical tracking. Ça va être des caméras qui sont installées et de la reconnaissance de forme et d'image pour reconnaître tel ou tel joueur au niveau de sa position. Et ensuite, extraire les données physiques de ces joueurs-là, combien de kilomètres il a couru, combien de sprint, combien de courses à haute intensité, etc. Ça, c'est la partie extraction de la donnée. Après, sur la valorisation et sur les prédictions, là, il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est sur quoi nous, on travaille essentiellement. Donc, on a nos premiers algos, c'est l'algo de similarité. On va prendre tel joueur cible en fonction de ce dont on a besoin, et on va avoir les 5 joueurs qui sont les plus proches de lui en termes de profil et en termes de stats sur la saison qui s'est écoulée. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très simple pour les clubs. Ils vont perdre un joueur qui part au mercato, par qui le remplacer, ça peut être un des outils pour le faire. Sinon, on a tout ce qui est modèle de prédiction. Typiquement, au foot, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la valeur marchande du joueur. Donc on va arriver à partir de modèles non supervisés des fois, à pouvoir prédire la valeur marchande réelle du joueur au monde. Sachant que on entend beaucoup parler du foot et des montants de joueurs dans le foot et tout ce qui en découle. C'est un site qui s'appelle Transfermarkt, un site qui a été créé par un supporter allemand qui avait déménagé, qui avait du mal à suivre les news de son équipe. Il a créé un petit site qui est devenu la référence sur lequel s'appuient les plus grands clubs maintenant pour la valeur marchande. Il n'y a pas d'IA derrière, il n'y a rien, c'est vraiment juste des passionnés qui vont regarder et qui vont dire ce joueur-là il vaut à peu près tel prix. On synchronise un petit peu toutes ces données-là. Il y a un travail d'analytics qui est fait derrière. Il y a un rationnel derrière ou... On ne sait pas vraiment quel est le rationnel. C'est comme pour FIFA, les notes des joueurs dans FIFA, c'est un petit peu le même modèle. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais c'est pas très poussé en tout cas. Et on voit des écarts énormes, surtout sur les joueurs qui n'ont pas. Ça, c'est le problème, ce sera le problème avec l'IA aussi. Si le joueur a 17 ans et qu'il a joué 4 matchs, faire une valorisation. Là, il y a un joueur cette année de Rennes qui est parti après 4 matchs de Ligue 1, il a été acheté 30 millions. Donc là, évidemment, qu'on est sur une prédiction, on est sur un pari, il y aura toujours cette notion-là, mais au moins essayer de rationaliser au maximum ces décisions et proposer typiquement au président de club, savoir, au moins avoir l'information de ce joueur, intrinsèquement, il vaut 20 millions. Après, s'ils ont une offre à 30 millions, on leur conseillerait évidemment de le vendre tout de suite, mais au moins, le fait d'avoir ce prix-là à titre indicatif, c'est quand même très valorisant pour le club.